Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon test du Blu-ray 4K de Jurassic World, le monde d'après. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner mon avis sur le film en lui-même. Je vais simplement vous dire ce que j'ai pensé de la qualité de l'image et du son. Et donc vous dire si, selon moi, ça vaut le coup d'acheter le Blu-ray 4K plutôt que le Blu-ray normal. Le troisième Jurassic World a été réalisé par Colin Trevorrow, qui a tourné le premier Jurassic World et coécrit le deuxième. Le film fait 2h27 dans sa version cinéma et 2h41 dans sa version longue. Le directeur de la photographie John Schwartzman a tourné le film avec un mélange de caméra 35 mm, 65 mm et digital 8K. Le film a un master intermédiaire 4K et il a été tourné dans le même format au ratio 2:1 que le premier Jurassic World. C'est-à-dire que vous aurez des bandes noires à l'écran, mais pas des grosses bandes noires, plutôt des petites. C'est pas non plus le format IMAX, mais vous aurez quand même une image qui prendra presque tout votre écran. Bon, pour commencer, Jurassic World, le monde d'après, oui, c'est beau. À l'instar de Fallen Kingdom, l'image est juste magnifique, avec en plus, cette fois-ci, des biomes et des environnements très variés. L'image est presque parfaite durant tout le film, et avec la 4K, les scènes sont beaucoup plus claires et plus nettes. Alors, c'est évidemment ce qu'on attend du gain de résolution, mais pas de déception de ce côté-là déjà. En parlant de clarté, Jurassic World fait clairement partie des transferts lumineux. C'est pas Aquaman non plus, mais on est vraiment à des années-lumière des secrets de Dumbledore par exemple. Les surfaces métalliques et les écrans d'ordinateur ont un reflet vif et précis, et les reflets sont bien brillants à la limite de piquer les yeux. Les pics de luminosité m'ont semblé assez contrôlés, ça monte pas à 4000 nits, mais les lueurs restent quand même toujours rayonnantes et nettes, sans jamais ni délaver les couleurs, ni perdre en détail, ni les plus petits. Et ça reste aussi vrai d'ailleurs dans les scènes un peu plus chaudes du film, comme par exemple les couchers de soleil ou les éclairages. D'ailleurs, dans toutes les scènes où on voit l'avion en vol, les paysages sont juste magnifiques. Et durant le dernier tiers du film, les lumières de secours qui pop, les lampes torches et les flammes sont ultra vives et vibrantes. Pour vous dire, j'avais plus vu de torches aussi lumineuses depuis celles que j'avais vues dans la série Vikings Valhalla. Le film a été tourné en majeure partie sur pellicule, donc on retrouve une fine couche de grain naturel. Je pense que c'était clairement voulu pour garder cet aspect cinématographique et se rapprocher de l'image qu'on avait sur les premiers Jurassic Park. Mais franchement, c'est plutôt réussi et c'est assez joli. Par contre, je dois vous prévenir, les niveaux de grain pendant le film sont assez inégaux et ça varie de très léger à modéré, disons. Mais pour ceux qui n'aiment vraiment pas le grain, je vous rassure, la plupart du temps, pendant presque tout le film, ils sont vraiment très très légers au point que des fois on en oublie même qu'il est présent. C'est du grain moulu, comme je l'appelle. Si je devais comparer avec les volets précédents, je dirais que celui-ci est encore une fois, comme pour le format d'image, identique à Jurassic World 1 pendant au moins les 2 premiers tiers du film. Du côté des visages et des textures, aucun souci par contre. Tout est parfaitement détaillé. Les cheveux, les pores de la peau, les rides et même les moustaches des acteurs sont bien distincts. Et c'est également le cas des coutures sur les costumes ou bien de la végétation autour de Biosyn par exemple. Mais bon, encore une fois, on n'en attend pas moins du Blu-ray 4K. Les visages détaillés, avec autant de pixels à disposition, c'est presque trop facile. Non, ce qui est vraiment remarquable dans ce film, ce sont les environnements. Certains d'entre eux sont ultra détaillés avec une profondeur de champ remarquable. C'est vachement impressionnant. Et c'est valable aussi bien pour les scènes urbaines que pour les vastes étendues naturelles et sauvages qu'on aperçoit dans le film. Regardez un peu le gain de netteté, même dans un champ de blé aussi massif que celui-là. Et c'est valable même quand on s'éloigne très loin de la caméra. Franchement, des fois, on a l'impression d'avoir presque 4 plans de profondeur. Ça fait partie de ces films où dans certaines scènes, vous avez vraiment l'impression que vous êtes en train de regarder la version 3D. D'ailleurs, même les scènes d'action avec un rythme effréné arrivent à conserver une clarté impressionnante.
Et arrivé aux 2/3 du film, là, c'est la stupeur. Le grain disparaît totalement, presque. Il en reste vraiment dans quelques petites scènes. Et il passe donc de moulu à totalement disparu. L'image devient nette, voire super nette, jusqu'à la fin, et quelque chose me dit que la caméra 8K n'était pas loin au moment de filmer tout ça. Si vous avez un bon téléviseur, vous allez clairement baver devant cette partie-là aussi. Et en parlant du troisième acte, qui est plus sombre que les deux premiers, j'ai pas relevé de perte de détails dans les zones sombres, et j'ai trouvé que les noirs étaient profonds et très bien contrastés. On voit bien les différentes nuances, et le Dolby Vision ou le HDR simple fournit au visuel des beaux contrastes. Et là, je parle des ombres, mais ça s'applique aussi aux images très lumineuses qu'on retrouve par exemple dans les zones enneigées notamment. Et pour ce qui est du film dans sa globalité, je dirais que le contraste est plutôt modéré. C'est-à-dire qu'on n'a pas un delta énorme entre l'image la plus sombre et celle la plus lumineuse. Mais par contre, les blancs restent très impactants. La palette des couleurs aussi est un petit peu restreinte, mais avec des couleurs beaucoup plus chaudes dans certaines scènes, ce qui n'est pas désagréable du tout. Les couleurs sont donc douces sans être désaturées, et tout est quand même plus saturé et raffiné que sur le Blu-ray classique. Les primaires sont bien rendues, mais comme je le disais, on favorise clairement les couleurs plus chaudes. Et quand vient le moment de l'action, donc souvent, on retrouve tout de suite des jaunes dorés, de l'orange ardent et des teintes ambrées. Pendant tout le film, les visages sont toujours très naturels, avec un petit teint rose pêche très réussi. Et en parlant des visages, pour en revenir à la netteté, certains détails du film ne sont pas toujours aussi nets que ce à quoi vous pourriez vous attendre, parce que le film utilise pas mal d'atmosphères pratiques, comme la brume, la poussière, le brouillard, la neige, etc., pour aider les dinos à se fondre plus naturellement dans les plans d'action. D'ailleurs, j'ai trouvé que le film alternait entre d'excellents et de très bons effets CGI et animatroniques. Il y a peut-être un léger contraste entre les très grosses scènes du film qui sont très peaufinées et les séquences un peu plus détendues quand les personnages sont rassemblés. Mais ça reste techniquement ultra impressionnant, hein. On est toujours au niveau de la démonstration technique. Et je peux vous assurer que les dinos ont parcouru un long chemin depuis le Jurassic Park de 1993. Si on compare la Posaure dans la neige qu'on voit ici avec les premiers brachiosaures de Jurassic Park, c'est effectivement le monde d'après là. Et oui, le jeu de mots était volontaire les amis. Pour en finir avec l'image, j'ai relevé aucun bricolage ou bidouillage de l'image du style réduction de bruit, ni aucun défaut lié par exemple à l'encodage. Les Jurassic World sont distribués par Universal et pour rappel, Jurassic Park était le premier film à sortir en DTS au cinéma, Steven Spielberg l'ayant utilisé comme porte-étendard afin de promouvoir son nouveau format sonore. Donc ici, comme pour les précédents volets et d'ailleurs comme pour la plupart des films Universal, pas de Dolby Atmos, mais du DTS:X avec un son quand même toujours orienté objet. Et faites-moi confiance, le mixage de la VO en DTS:X est exceptionnel du début jusqu'à la fin. Celui de la VF est presque aussi bon, mais du coup, on perd les haut-parleurs au plafond, donc c'est un petit peu moins enveloppant quand même. Chacun des lieux du film a une ambiance sonore différente et toujours très atmosphérique, et le mixage reste bon aussi bien dans les moments calmes que dans les moments explosifs. La pièce est toujours remplie de bruit, que vous soyez à la cabane d'Owen, au marché ou même au sanctuaire Biosyn. Chaque canal est utilisé pour renforcer la scène sonore, y compris les haut-parleurs du haut qui sont pour la plupart du temps utilisés comme des surantes supplémentaires. Mais on ressent quand même bien leur impact net et puissant, et certains éléments, tels que les bruits à l'intérieur de l'avion cargo, attirent notre oreille directement en direction du bruit. Une fois arrivé à Biosyn, vous pouvez entendre la vie tout autour de vous. Du bruit des insectes au grondement des dinosaures, en passant par les bruits plus subtils et plus ou moins éloignés. Ces effets ambiants permettent de renforcer les scènes en bougeant de manière assez fluide entre les haut-parleurs avant et les haut-parleurs du haut, ce qui crée donc une scène sonore en demi-dôme, si je puis dire. Je ne pouvais pas parler du film sans évoquer une de ses plus grosses scènes, à savoir la course à moto. Elle nous offre elle aussi un son multidirectionnel qui nous immerge dans l'action, avec les haut-parleurs du haut
qui encore une fois viennent accompagner les surrounds, toujours pour bien vous envelopper. D'ailleurs vers la fin, le film prend vraiment vie avec des effets qui traversent le plafond ou bien qui tournent tout autour de la pièce. Les médiums sont super bien définis et on ressent chaque morsure même pendant les moments les plus assourdissants du film. Et encore une fois, le dernier quart du film est vraiment digne d'une démo technique. On entend chaque cri et chaque rugissement sans aucune distorsion et ce, même avec le chaos environnant. Les dialogues aussi restent clairs, ils sont bien mis en avant et centrés durant tout le film, et on les entend même avec le chant des oiseaux au-dessus de votre tête, le bruissement des feuilles ou même l'écho des dinosaures qui sont en train de rugir au loin. Bon, je suis sûr que vous attendez tous que je vous parle des basses. Donc, les basses sont super, mais elles sont toujours contenues et équilibrées. Personnellement, je trouve que ça fait du bien et que ça change des films où vous avez constamment des basses pour un rien et où votre baraque tremble à chaque fois qu'il y a une mouche qui lâche un petit pet. Mais attention, vous avez quand même des LFE dès le début, des tremblements sous les pieds, des effets expansifs, enfin bref, tout ce que vous attendez d'un Jurassic Movie. En plus, les basses fréquences sont robustes et elles ajoutent un poids extrêmement palpable à l'action, en accompagnant absolument chaque piétinement de dinosaures à travers tout le film. Elle s'accorde donc parfaitement avec ce qui se passe à l'écran, et même si c'est rare, il arrive qu'elle descende très très bas jusqu'aux alentours de 5 Hz. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, il faut avoir un caisson de base déjà extrêmement capable, mais à 5 Hz, vous n'avez plus rien dans votre maison qui vibre pas. Donc vous me direz si vous les avez ressentis, mais en tout cas c'était vachement impressionnant. Et là, c'est mon avis personnel, mais j'ai trouvé que la partition de Michael Giacchino, je pense que ça se dit comme ça, était délicate et sympathique, mais sans plus. Selon moi, ça vaut vraiment pas les musiques emblématiques de John Williams dont il s'est clairement inspiré. Et donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur le son. Bon, avant de conclure, passons rapidement au bonus. Vous avez La bataille de Big Rock, un petit film de 10 minutes en Dolby Vision qui raconte l'histoire d'une famille coincée au milieu d'une bataille de dinosaures, donc c'est original. Vous avez Une nouvelle race d'effets spéciaux, un documentaire de 6 minutes sur les effets spéciaux du film. Les dinosaures parmi nous, un documentaire sur les coulisses du film de 57 minutes en 5 parties. Et comme toujours, en bonus, vous pouvez mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être averti dès que je sors du nouveau contenu. Voilà, on peut maintenant conclure. Donc, est-ce que c'est utile d'acheter le Blu-ray 4K plutôt que le Blu-ray simple et est-ce que le HDR apporte vraiment quelque chose de plus à l'image? Alors, autant le transfert des Jurassic Park m'avait vraiment pas convaincu, autant je trouve celui des Jurassic World vraiment très réussi. On peut penser ce qu'on veut du film, mais il a quand même le mérite, sur un point de vue purement technique, de proposer le film le plus abouti de tous. Mis à part certains choix cinématographiques probablement volontaires, il est difficile de faire le moindre reproche à l'image vu ce qu'elle nous offre. On a du grand spectacle et les dinos sont plus beaux que jamais. En plus de ça, l'étalonnage des couleurs en Dolby Vision ou en HDR leur offre plus de luminosité, plus de saturation et plus de profondeur. Donc selon moi, oui, ça vaut vraiment le coup d'acheter le Blu-ray 4K sans hésiter. Et là, ça n'a rien à voir avec la technique, même si c'est vachement bien fait, mais ça m'aura vraiment fait plaisir de regarder Blue courir en se dandinant partout pendant toute cette trilogie. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant Jurassic World, le monde d'après. On verra ce que donneront les prochains qui s'appelleront je crois les Jurassic Era, si je me rappelle bien. Et en attendant, je vous invite à me suivre si vous voulez sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram, parce que j'ai pas encore de communauté sur YouTube. Donc si je veux vous avertir des lives ou de mes prochaines vidéos, ce sera là-bas. Merci en tout cas les amis d'avoir suivi encore une fois cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!